Non, à cette période-là, des choses étranges se sont passées dans le quartier. Des choses étranges, des choses même horribles. Déjà, mon chat a été littéralement coupé en deux et déposé sur ma pelouse. Pendant qu'on était en vacances, on est rentré, on a trouvé un poulet mort sur notre porte d'entrée. Il avait un marteau comme planté dans son corps, il était mort, bien sûr. Pourquoi j'ai pas appelé la police? Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas appelé la police. Un soir d'été tout à fait normal à Inverness, en Floride, s'est transformé en cauchemar lorsque le 911 reçoit un appel de Carlos Aloel, 17 ans. 911, quelle est l'adresse de l'urgence? 4419 Southwest Point. J'ai besoin que quelqu'un vienne tout de suite, genre vraiment maintenant. Ok, dites-moi exactement ce qui se passe. Ok, oh mon Dieu. Carlos vient de découvrir sa mère, Denise Aloel, allongée sur le côté avec une hache enfoncée aux 3/4 dans son crâne. Carlos a immédiatement couru chercher de l'aide, choqué par cette scène macabre. Il était en train de faire une sieste paisible en plein après-midi, sans savoir ce qui s'était passé dans sa propre maison. Les secours ont tenté de réanimer Denise, mais la hache l'empêchait de la retourner sur le dos. Ils n'ont rien pu faire pour la sauver, elle a été déclarée morte le 13 juillet 2019. Bienvenue dans cet épisode de Crime du soir. Moi c'est Naomi et ici on plonge dans des histoires mystérieuses et troublantes, racontées dans le calme de la nuit. Alors que ce soit pour t'endormir ou bien pour te divertir, je poste une vidéo par semaine, alors abonne-toi pour ne rien manquer. Installe-toi bien et place à l'histoire de ce soir. Denise menait une vie privée avec ses 2 fils adoptifs. Son premier, Carlos, avait été adopté au Guatemala et son deuxième fils, Angel, avait été adopté du Honduras. Amy, une amie proche de Denise, raconte qu'Angel était un enfant difficile. Il causait énormément de déception à Denise qui espérait offrir un frère stable à Carlos. Ouais, parce que le truc c'est que selon Amy, Denise n'avait pas adopté Angel parce qu'elle voulait un deuxième fils, mais elle l'avait plutôt adopté pour tenir compagnie à Carlos. Des motivations qui ne sont bien évidemment pas justes. Angel fuguait fréquemment. En 2016, après une tentative de fuite, la police a découvert qu'il vivait dans une chambre barricadée, les fenêtres étaient clouées, la porte était verrouillée et il dormait sur un simple matelas posé sur un lit en fer. Dans sa chambre, il y avait quelques livres et un seau pour faire ses besoins. Angel a dit à la police que Denise le maltraitait physiquement et verbalement. Selon lui, sa mère le frappait, l'humiliait et lui imposait des tâches dégradantes comme nettoyer la salle de bain tout nu. Il a également déclaré que Carlos et Denise lui donnaient des coups de pied dans les parties génitales. Parce qu'Angel avait des ecchymoses sur les hanches et les bras ainsi que des égratignures sur le visage, Denise a été placée en état d'arrestation. Carlos, de son côté, a dit que tout ce que son frère disait était complètement faux. Selon lui, c'était l'inverse d'ailleurs, c'était Angel qui était violent envers leur mère. Il a également raconté qu'il y a 3 ans, Angel s'était enfuie en rampant par sa fenêtre. Et c'était donc pour ça que Denise avait condamné ses fenêtres par mesure préventive pour l'empêcher de sortir. C'est aussi pour ça qu'elle aurait installé un verrou sur sa chambre pour pouvoir la verrouiller la nuit. Carlos soutenait sa mère à 100%. Selon lui, tout ce que son frère avait dit sur sa mère était faux. À seulement 13 ans, Carlos faisait tout en son possible pour faire sortir sa mère de prison. Et Carlos semblait avoir un lien très fort avec sa mère. Il avait beaucoup d'amour et de respect pour elle. Denise a passé 2 semaines en prison avant d'être libérée. Mais à son retour à la maison, sa vie n'était plus la même. Premièrement, elle a été obligée de démissionner de son poste d'enseignante en raison d'allégations de maltraitance sur enfants, et ses 2 fils, Carlos et Angel, ont été placés en famille d'accueil. Cependant, l'avocate Denise avait une défense si solide qu'il a réussi à convaincre le juge d'abandonner toutes les charges retenues contre elle. Denise s'est défendue en disant qu'Angel avait beaucoup de problèmes à l'école, comme des crises de colère. Elle a affirmé qu'elle dormait à côté de sa porte chaque nuit pour l'empêcher de s'enfuir, et que le seau était dans sa chambre au cas où il n'arriverait pas à se lever pour aller aux toilettes. Elle a réussi à convaincre le juge qui a décidé de la remettre en liberté. Une des meilleures amies de Denise, Adèle, a dit que Carlos et Denise craignaient qu'Angel essaye de leur faire du mal pendant la nuit. Après l'arrestation de Denise, Angel a été placé dans une famille d'accueil, mais il s'en est enfui. 5 mois après ça, Denise a réussi à récupérer Carlos. Denise avait pour espoir qu'Angel rentre à la maison, mais selon les spécialistes qui étaient en contact avec Angel, il n'était pas bon pour eux de continuer à vivre ensemble. Elle a donc renoncé à ses droits. Amy a plus tard dit à la police qu'après ça, Denise n'a plus jamais évoqué Angel. Elle ne parlait plus de lui. À la place, elle a préféré se concentrer sur son nouveau travail où elle aidait les enfants autistes. Carlos, lui, de son côté, passait tout son temps avec sa petite amie Kayla. Leur vie semblait donc continuer parfaitement bien sans Angel. Les amis proches de Carlos et Denise ont décrit à quel point Angel était violent. Et c'est vrai qu'après la mort de Denise, tous les regards se sont tournés vers Angel. Mais c'est ce que les voisins de Denise ont dit au détective qui leur a paru plutôt étrange. Des choses étranges se sont produites dans mon quartier depuis que Carlos et Denise ont emménagé. À peu près au même moment où ils ont adopté Angel. Mais Angel n'était pas encore arrivée. Avec du recul, je me dis, bon sang, mais est-ce que c'était Carlos? Si ça avait commencé à ce moment-là, mon chat avait littéralement été coupé en 2 et déposé sur ma pelouse. Il n'y avait pas de sang, mais
qu'il avait été coupé en deux. Au fur et à mesure, avec toutes les informations qu'ils ont réussi à réunir, ils ont commencé à reconstituer une image plus complète des difficultés que Denise rencontrait pour l'éducation de ses enfants. Angel était vu comme l'enfant troublé et Carlos de l'autre côté avait l'air plutôt sage. Mais ce qu'ils ont découvert était bien différent. Carlos faisait beaucoup la fête. Il passait beaucoup de temps avec des filles et n'était pas très bon à l'école. Quelques mois avant l'assassinat de Denise, il a d'ailleurs commencé à y avoir beaucoup de tensions à la maison. Carlos et sa mère se disputaient souvent. Elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il fasse entrer des filles en cachette dans la maison, qu'il faisait la fête très souvent et qu'il vendait de la drogue. D'ailleurs, cela expliquait les voitures qui entraient et sortaient du quartier. Un jour, Carlos en a eu assez et il a même tenté de se suicider. Et Denise ne savait plus quoi faire de lui. En mai 2019, Carlos est donc allé séjourner chez un couple avec lequel il était ami, Stéphanie et Damien Irving. Donc quand il est venu vivre avec nous la première fois, il venait de faire une overdose. Il avait essayé de se suicider encore une fois. Il était à l'hôpital et quand il est sorti, il a reçu des médicaments pour un trouble bipolaire. Et franchement, quand je vous dis que ces médicaments ont fonctionné, ils ont fonctionné. Il était passé d'un état d'anxiété totale, même moi j'étais mal à l'aise, tout le monde pouvait ressentir son anxiété. Il est devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus rationnel, c'était beaucoup plus facile de parler avec lui, il n'était pas aussi en colère. J'ai trouvé les médicaments de Carlos, qu'il a apparemment arrêté de prendre. J'ouvre son Prozac, je vois une espèce de substance blanche dans la bouteille. Donc soit il prend pas son Prozac, soit il l'a mélangé avec autre chose pour le prendre. J'en sais rien franchement. Sa petite amie Kayla a dit qu'il semblait être beaucoup plus heureux là-bas. Pendant son séjour, Denise est venue plusieurs fois pour avoir des conversations avec Carlos, mais la plupart d'entre elles ont conduit à des disputes. Stéphanie, la femme chez qui Carlos séjournait, a décidé d'enregistrer certaines d'entre elles. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce qu'elle voulait prouver à quel point le comportement de Denise était agressif. Tu sais qu'il a pas de travail, pourquoi tu lui demandes de l'argent? Il a un travail, il m'a dit qu'il travaillait avec vous. Il dit qu'il dépense, etc. Ok, mais avant ça, il avait pas de travail. Faites que de lui demander. Combien est-ce qu'elle disait que tu lui devais déjà? 600 $? Bah écoute, je vais essayer de trouver un moyen de trouver de l'argent alors. Pourquoi ce serait à toi de faire ça? Tais-toi! Pourquoi est-ce qu'il paierait pour ça? Commence par te taire et je pourrais te répondre. Alors que t'as tout cet argent. Qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui? Je sais pas, t'as dit de payer la facture de téléphone et qu'ensuite t'allais me faire payer... payer sa facture de téléphone? Chut, parce que c'est son téléphone. C'est un enfant encore. Voilà, elle te voit comme un enfant. Toi, tu veux être vu comme un adulte. Mais non, t'es un adolescent. Non, je veux juste être vu comme quelqu'un de mon âge. C'est toi qui veux qu'on te voit comme un adulte. Ils t'enregistrent depuis tout à l'heure. T'es rentré par effraction dans leur maison. Ah ouais? Et alors? En train de parler. Et maintenant, Et Stéphanie alors? voit comment tu me parles. Je m'en fiche. Au final, Denise a demandé à Carlos de revenir à la maison, mais Carlos était plutôt hésitant. Il se souvenait de toutes les disputes à propos de l'argent et de sa contribution au sein de la famille. À son âge, il avait déjà un poids considérable sur les épaules et ne se sentait pas capable de gérer autant les finances. Carlos a réfléchi à un moment à la question de savoir s'il devait ou non retourner vivre chez sa mère. Il a fini par dresser une liste d'avantages et d'inconvénients. Du côté des inconvénients, il a écrit « Maman ne me parlerait peut-être plus, je ne serais plus son fils, elle serait détruite. Peut-être qu'elle ne m'aiderait pas pour payer l'université, je me sentirais comme si je la trahissais. » Mais pour les avantages, il a écrit la stabilité, la liberté, l'aide et les conseils. Après avoir longuement réfléchi, Carlos a finalement dit à Denise qu'il voulait bien revenir avec elle. Le 12 juin, un peu plus d'1 mois avant le meurtre de Denise, Carlos a donc quitté la maison des Irving et est retourné vivre avec sa mère. Mais ce n'est pas pour autant que les disputes se sont arrêtées entre deux. D'ailleurs, les voisins disent les avoir entendus crier plusieurs fois. À un moment donné, Denise a même commencé à craindre que Carlos lui fasse du mal. Elle est allée jusqu'à demander à Amy de s'assurer que ses chiens seraient pris en charge et qu'elle s'en occuperait au cas où quelque chose lui arriverait. Les amis de Denise sont devenus très préoccupés par le comportement de Carlos. Et ils avaient vraiment peur que la situation puisse devenir encore plus sinistre. J'ai dit, s'il te plaît, dis-moi la vérité. J'ai dit, est-ce que c'est lui qui t'a fait ça? Non, je suis tombée. J'ai dit, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Elle n'a jamais assumé, pas une seule fois. Mais apparemment, elle a dit la vérité à Peggy. Elle lui a dit oui, c'est vrai, il m'a poussée. Et c'est pour ça que je me suis cassé le poignet, le bras de l'autre côté, et j'ai eu une commotion cérébrale. Alors, je suis pas en train de dire que vous dites qu'il l'a fait. Plutôt, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu faire une chose pareille? Je veux pas dire que c'est lui qui lui a fait ça. Mais je savais que Denise, elle s'était cassé le bras déjà plus tôt. C'était bizarre. Et je me dis, il aurait pu faire ça. S'il avait poussé un peu fort, voilà. Commotion cérébrale, elle s'est cassé le bras. Alors oui, je veux dire peut-être dans le feu de l'action,
Je sais pas. Après son meurtre, Amy s'est dit que Denise aurait sûrement voulu qu'elle prenne soin de Carlos après sa mort. Mais les autorités ont d'abord amené Carlos chez sa petite amie Kayla. Ils ont demandé à ses parents s'ils accepteraient de garder Carlos avec eux pendant un petit moment. À ce stade-là, Carlos avait seulement 17 ans. Mais les parents de sa petite amie ont refusé. Ils ne se sentaient pas à l'aise de garder Carlos. Les parents de Kayla les ont même empêchés de continuer à se voir. C'est alors qu'il a emménagé avec Amy. Et pendant son séjour chez elle, elle se sentait aussi très mal à l'aise. Pour elle, Carlos était un tueur. Elle avait tellement peur de lui que la nuit, elle gardait un spray anti-guêpe près de son lit au cas où il essaierait de lui faire du mal pendant qu'elle dormait. Elle se sentait coupable de penser ça de Carlos. Mais en même temps, une petite voix lui disait qu'il n'était pas complètement innocent quant à la mort de sa mère. L'une des raisons pour lesquelles Amy et même d'autres personnes soupçonnaient Carlos, c'est qu'il ne gérait pas son deuil d'une manière assez conventionnelle, on va dire. Et c'était très perturbant pour toutes les personnes de son entourage. J'ai parlé à Ron, mon mari, je lui ai dit, il n'avait pas l'air triste. Il était bouleversé, mais j'ai pas ressenti sa tristesse. Et ça m'a surpris. Il arrêtait pas de dire que sa mère avait des hectares dans d'autres états. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais il a dit que quand il aurait 18 ans, qu'il allait sûrement déménager dans l'un d'entre eux. La Caroline du Nord, il m'a dit « Ouais, mec, c'est nul ce qui s'est passé, mais tu sais, j'ai hâte d'avoir ça, le terrain, les voitures et tout ça. » Et il avait aucun remords. Il avait aucun problème à me dire tout ce qu'il avait hâte de récupérer, quoi. Il a dit de toute façon, il n'y a aucune vraie preuve, à part un gant qui se trouve à l'extérieur de la maison. Mais il m'a dit que il y avait des empreintes de pas dans la pièce et que c'était pas les siennes. Il a dit de quel type de gant il s'agissait? Il a dit que c'était un gant en caoutchouc qui avait de l'alcool dedans. Et après, il est rentré dans des détails beaucoup plus précis, genre quelqu'un a pris un gant en caoutchouc, qu'il a mis de l'alcool dedans, qu'il a secoué et qu'il l'a jeté dehors. Et il a dit de toute façon, ça peut pas être moi parce que c'est pas ma taille de gant. Alors qu'est-ce que tu vas faire du coup en attendant? Et il m'a répondu tu sais, je suis vraiment bien avec ma nouvelle famille d'accueil. Il a dit que c'était le couple parfait parce que il le laissait faire tout ce qu'il voulait. Et à l'époque, je me suis pas dit, c'est forcément bizarre en fait. Mais maintenant que j'assemble tout, je trouve ça vraiment bizarre. Les gens disent que j'ai tué ma mère avec une hache. Cette hache, c'était mon costume d'Halloween. Cependant, dans son journal intime, Carlos écrivait quelque chose de complètement différent concernant sa mère. Il décrivait à quel point sa mère lui manquait, il la suppliait de revenir. Il a même écrit ce qu'il avait vu avant d'appeler le 911 la nuit de la mort de Denise. Et il a expliqué à quel point il n'arriverait jamais à oublier ce qu'il a vu. Mais la théorie selon laquelle c'était Angèle qui avait tué Denise restait toujours la plus probable aux yeux de tout le monde. C'était la seule personne à laquelle on pouvait penser qui pouvait être en quête de vengeance. Et c'était la personne qui semblait être la plus enclin à être en colère contre Denise. Mais les détectives vont faire une découverte choquante. Angèle, 15 ans, était incarcérée pour un prétendu vol à main armée au moment où Denise a été tuée. Derrière les barreaux, il était impossible qu'il se soit rendu jusqu'en Floride pour tuer sa mère. Il a donc immédiatement été innocenté. Cependant, Carlos a commencé à se confier à ses amis, à décrire ce qu'il avait vu la nuit de la mort de sa mère. Et ses récits de l'histoire étaient plutôt suspects. Certains de ses amis ont même décidé de s'éloigner de lui. Et Carlos a commencé à s'en rendre compte. Il a donc confronté certains de ses amis pour savoir s'ils le croyaient ou non par rapport à son innocence. En examinant l'affaire, la police a noté quelque chose de curieux à propos du premier interrogatoire de Carlos. Il semblait impassible. Pourtant, il venait de voir sa mère avec une hache dans la tête. Non seulement ça, mais en plus il était condescendant et même impoli envers les détectives. Ce que j'essaie de dire, c'est que si j'ouvre une porte et que les chiens sont là, ils vont aboyer, ils vont essayer de m'attaquer jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Je vais pas ouvrir la porte et m'enfuir. Ta maison est au milieu de nulle part, donc comment est-ce que je pourrais... Je sais pas comment t'expliquer, mais si je dois ouvrir la porte, je peux pas courir aussi vite que les chiens. C'est vous les détectives, c'est vous qui êtes censés résoudre les affaires. Les portes étaient ouvertes, les portes du portail, le portail était ouvert. Les chiens auraient pu aller partout. La porte d'entrée est ouverte, j'ai toujours aucune idée de comment cet homme est entré ici, et je veux savoir comment il est arrivé, et je veux savoir pourquoi. C'est pas ce que vous essayez de me faire dire là tout de suite, mais je n'ai rien fait et je ne ferai jamais rien de tel à ma mère. Même si on avait l'habitude de se disputer, on se battait parfois, puis après on faisait la paix, puis après des allers-retours comme ça. Jamais, jamais de la vie, j'aurais pu faire ça à ma mère. C'est ma mère, elle m'a adopté à l'âge de 4 ans et je suis avec elle depuis toute ma vie.
En plus des soupçons qui étaient déjà sur lui, il a également déclaré qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance autour de la maison. Seulement une caméra non fonctionnelle était installée à l'extérieur. Cependant, un manuel d'utilisation d'un autre type de caméra de sécurité a été retrouvé sur les lieux. Des câbles montraient que 3 caméras de surveillance avaient été débranchées. On arrive à le voir parce qu'il y a de la poussière littéralement partout, à part sur les zones où se trouvaient les anciennes caméras de surveillance. Les détectives se sont donc dit que s'ils arrivaient à trouver ces caméras de sécurité, ils auraient une chance d'obtenir une image de leur suspect. Mais à ce stade, le suspect était Carlos. Il a donc été retiré de la garde d'Amy pour des questions de sécurité. À ce stade, il n'était qu'à quelques pas de résoudre l'affaire. Le téléphone de Denise avait été détecté pour la dernière fois près du lac, à l'extérieur de la maison des Hallowell. Une équipe de plongée a donc été récupérée et surprise, ils ont également trouvé les 3 caméras de surveillance qui avaient été arrachées. Les 4 appareils ont été retrouvés dans des eaux peu profondes, non loin de l'endroit où ils avaient été jetés dans le lac. Une équipe s'est donc mise au travail pour tenter de récolter toute information utile à partir des appareils qui avaient été trouvés dans l'eau. Rien d'intéressant a été trouvé du côté des caméras de surveillance, mais par contre l'activité du téléphone de Denise a aidé à créer une chronologie du meurtre. Les enregistrements ont montré que son téléphone avait été chargé de 15h12 à 15h45. L'activité du téléphone est devenue particulièrement virulente à 18h18, au moment même où il a été submergé dans l'eau. Bien que les relevés téléphoniques de Denise ne contiennent aucune information qui ont permis de résoudre l'affaire, les détectives ont tout de même découvert quelque chose de choquant. L'activité du téléphone de Carlos a démontré qu'il utilisait son téléphone activement tout le temps où il était à la maison, et cela même pendant le meurtre. Très étrange étant donné qu'il a dit qu'il dormait lorsque le crime a eu lieu. De plus, malheureusement pour lui, l'activité de son téléphone montrait chaque étape qu'il avait franchie pendant le meurtre. Son téléphone se trouvait juste à côté du lac au moment même où le téléphone et les caméras de sécurité ont été jetés dans l'eau. Et le pire, c'est qu'il était au téléphone avec le 911 au moment où il a jeté les appareils dans l'eau. Avec ces nouvelles informations, Carlos se retrouvait dans une impasse. Mais il a pourtant fait mine d'être surpris par la présence des caméras de surveillance. Il affirmait ne jamais les avoir vues avant. Il a également fait semblant d'être plutôt excité parce que le téléphone de Denise pourrait découvrir. C'est alors que l'interrogateur l'a confronté à ses propres relevés téléphoniques. Quand Carlos s'est rendu compte qu'ils en savaient trop, il a admis qu'il était sorti pour couper du bois après une autre bagarre avec Denise le jour de son meurtre. Il a déclaré que couper du bois avec une hache était ce qu'il faisait habituellement pour libérer sa rage refoulée. Je me souviens pas bien de comment ça s'est passé, alors c'est pas facile de vous expliquer. Ok, dans mes souvenirs, je suis rentré dans la maison, j'avais la hache, mais j'avais pas l'intention de faire ça. Je sais plus exactement si on s'est parlé. Parce qu'en général, on se parle, je lui dis allez maman, lève-toi, on doit parler ou quoi que ce soit. Mais et là, je me souviens plus si on a parlé. Et peut-être qu'elle m'a fait une remarque qui m'a pas plu. Je sais plus. Donc quand tu l'as frappé avec la hache, c'est là que t'as appelé le 911. Directement. J'ai fait bam, téléphone et 911. J'ai essayé de prendre son pouls, mais quand j'ai vu qu'il y avait du sang qui sortait de son nez, c'est là que je me suis dit, je peux rien faire en fait. Quand il tourna sa tête pour la regarder, Denise était à bout de souffle. C'est alors qu'il a jeté les caméras de surveillance dans le lac et qu'il a appelé le 911. Carlos dit avoir agi sur un coup de tête. Quand il a vu que sa mère dormait dans son lit, il a saisi l'opportunité et s'est dit qu'elle était vulnérable à ce moment-là. Carlos aurait donc agi de manière impulsive, mais il dit avoir éprouvé des remords par la suite. Il a déclaré au détective que les bagarres et les disputes avec sa mère étaient beaucoup plus fréquentes depuis l'arrestation de Denise. Il a même dit qu'il ne se sentait plus connecté à elle après cet incident. Il a affirmé que lors de leurs disputes, Denise lui faisait des piques très personnelles et blessantes. Carlos a affirmé que Denise lui disait des choses comme par exemple « Si je ne t'avais pas adopté, tu serais dans la rue » ou encore « Tu es une déception pour moi ». Lui et ses amis, la famille Irving, affirment tous deux qu'elle faisait régulièrement des remarques racistes pour l'énerver. Et selon lui, ce sont ces insultes qui l'ont poussé à bout. Lors du procès, Carlos a été vu de 2 manières différentes. D'une part, comme un enfant prétentieux qui avait tué sa mère car il ne supportait pas les règles qu'elle lui avait données. D'ailleurs, le fait qu'il ait aiguisé la hache avant de passer à l'acte montre selon eux qu'il y avait préméditation. La défense, cependant, a raconté une histoire bien différente. Ils ont affirmé que Carlos était un enfant en difficulté avec des problèmes d'abandon, qu'il avait d'abord été abandonné par ses parents biologiques avant d'être adopté et emmené dans un autre pays, et à chaque dispute avec sa mère, il avait peur d'être abandonné à nouveau. Carlos a également été diagnostiqué comme bipolaire, ce qui expliquait selon eux ses excès de colère. Malgré les déclarations qu'il avait faites pour faire sortir sa mère de prison, en disant que son frère Angel mentait, il a donné une version complètement différente cette fois-ci. Selon lui, sa mère était toxique et abusive. Denise voulait avoir le contrôle sur tout, elle était agressive et raciste. Le jour où je l'ai rencontré, il m'a raconté comment il avait essayé de se suicider avec une camionnette en fonçant dans un arbre. Et à cette époque, il disait « Tu sauras jamais ce que c'est de ne pas être voulu par tes parents.
Il m'a avoué qu'il avait des problèmes avec sa mère, qu'il ne se sentait pas vraiment partie intégrante de sa famille, il se sentait comme un étranger. Il a commencé à penser que la relation entre lui et sa mère n'était pas si mauvaise. Mais je pense que Carlos était tellement habitué aux abus. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il n'est pas allé voir la police. Je comprends pas pourquoi. Et puis après ça, on a eu la conversation avec sa mère et c'est là qu'il a dit à sa mère devant moi, Stéphanie, c'est tout. Stéphanie, c'est tout. Carlos Aloel a comparu devant le tribunal le 14 septembre 2021. Il a été reconnu coupable de meurtre prémédité au premier degré et il purge une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sa peine est susceptible d'être revisitée en 2044 et cela s'explique par le fait qu'il était mineur lorsqu'il a commis le crime. Étonnamment, Carlos a accepté sa condamnation. Lors d'une interview en prison, il a d'ailleurs déclaré « Tu prends une vie, tu dois une vie ». On arrive à la fin de cette histoire tragique. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je trouve que le personnage de Carlos est très complexe. Ce qu'il a fait est absolument affreux et impardonnable, mais ses troubles mentaux et le comportement de sa mère n'ont pas aidé à la situation. En tout cas, merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, laisser un like et laisser un commentaire. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, ce sera sûrement un crime et make-up. D'ici là, prends soin de toi, sois béni, que Dieu te garde et fais de beaux rêves.